Depuis combien de temps suis-je enfermé dans les royaumes? Une semaine? Un an? 10 ans? Qui pourrait le dire? Nous avons déjà vu à de nombreuses reprises que l'écoulement du temps est une notion particulièrement abstraite ici. Mais pas uniquement pour ce qui est de retracer la chronologie des événements. La perception que nous en avons est également altérée. Parfois, je suis en train de lire un ouvrage dans ma bibliothèque, et en un battement de cils, je me rends compte que plusieurs heures se sont écoulées. Au contraire, il m'arrive d'aller me coucher et de me lever parfaitement reposé, conscient d'avoir dormi des heures durant, et lorsque je consulte l'heure, je me rends compte que seules quelques secondes se sont écoulées. De toutes les étrangetés que l'on trouve dans le domaine de l'entité, c'est sans doute celui qui est le plus pénible. L'être humain est une créature d'habitude et de routine. Depuis l'aube de l'humanité, nous vivons et nous mourons par le temps. Toute notre vie s'écoule en étant réglée par cet immuable tic-tac. Cette simple singularité temporelle suffirait à faire perdre la raison à quiconque vivrait longtemps en ces lieux. Mais une autre caractéristique de l'être humain est sa nature grégaire. Nous sommes faits pour vivre en groupe, en meute, en troupeau. Durant la guerre froide, des expérimentations ont montré que, isolé de tout contact social, un homme normalement constitué finit par dépérir en quelques semaines. Et pourtant, je dois supporter cette solitude depuis tellement longtemps. À moins que cela ne fasse que quelques secondes. Allez savoir. Coucher à l'écrit mes pensées et partager avec vous mes connaissances sur les différents protagonistes de cette tragédie qui se joue sous nos yeux m'aide à tenir. Si à l'origine les observateurs étaient nombreux et que nous pouvions demeurer par petits groupes tout en nous soustrayant au regard de l'entité, aujourd'hui, nous sommes si peu qu'il est impossible d'en croiser d'autres. En réalité, je ne suis même pas sûr qu'il en reste d'autres en dehors de moi. Il m'arrive souvent de songer à détourner l'un des survivants pour l'emmener dans mon refuge et lui transmettre le savoir de mon ordre, et briser ainsi ma solitude. Mais qui prendre? De prime abord, nous pourrions penser à Vittorio, qui est l'un des plus proches de nos connaissances. Mais il y en a un qui m'a toujours intrigué. Un dont l'intellect est un diamant brut, qui ne demanderait qu'à être façonné pour voir au-delà de la réalité. Il ne le sait pas, mais il y a déjà mis un pied. Voyons ensemble les archives concernant celui que l'on nomme Jonas Vasquez. Jonas Vasquez a vu la vérité qui se cache derrière le voile. Son esprit surdoué comprend les chiffres comme peu d'autres. Les couchers de soleil, l'architecture, un brin d'herbe. Il y voyait bien plus que ce que l'œil permettait. Il comprenait la langue qui les expliquait, les équations complexes qui affectaient constamment l'univers pour déterminer le pourquoi du comment de notre existence. Les structures, les motifs, une loi inébranlable, la physique. Son don aurait pu être négligé si l'histoire de pauvreté de sa famille avait perduré encore une génération. Mais certains motifs sont voués à dévier de leur trajectoire normale, et le père de Jonas faisait tout son possible pour offrir une meilleure vie à sa famille. Ce qui avait commencé comme un simple emploi de cueilleur de fruits près de Fresno, en Californie, avait fini par le mener à posséder sa propre mangrove. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était bien assez pour offrir à Jonas une enfance stable et une éducation solide. Bien que inscrit dans les classes avancées, Jonas présentait déjà les premiers signes de son génie. C'était un garçon normal, avec quelques bons amis, une passion pour le baseball et un profond intérêt pour les civilisations anciennes. Toutefois, quand il était seul, son esprit ne voyait plus que les nombres, et aux yeux de Jonas, il n'y avait rien de plus merveilleux. Il se plongea dans les suites de Fibonacci et de Riemann, avant d'étudier les équations complexes des plus grands mathématiciens. Le jour de son 16e anniversaire, il reçut une carte anonyme. Elle ne contenait rien d'autre que des numéros. 8, 25, 19, 44, 1, moins 20.37, moins 69.85, 13, 2, 26, 11, 1. C'était une énigme. Peut-être un cadeau de son professeur de mathématiques, ou d'un proche qui connaissait son intérêt pour la résolution de casse-tête. Mais celui-ci était différent. Bien qu'il ait reconnu immédiatement les coordonnées GPS, découvrant rapidement qu'elles correspondaient à une localisation au Chili, les autres numéros ne lui disaient rien. Chacune de ses tentatives s'était soldée par un échec. Au fil du temps, il abandonna, convaincu qu'il contenait une erreur. Il étudiait à l'université, et après avoir obtenu son diplôme, il fut engagé comme décrypteur par la CIA. Pour son premier jour, il découvrit des numéros semblables à ceux des années passées, écrits dans son manuel d'employé. 8, 25, 19, 44, 1, moins 20.37, moins 69.85, 13, 2, 26, 11, 1. Il ressentit une certaine tension au niveau de la nuque.
la sensation qu'on se jouait de lui. Il se replongea dans le puzzle, pour découvrir que même après toutes ces années d'expérience, il ne pouvait en tirer aucune nouvelle information. Mais il ne pouvait pas s'y attarder, car il avait un travail à faire. Il s'attela à déchiffrer des messages de stations émettrices en Europe. Pendant 23 ans, des douzaines de stations similaires avaient été actives dans un but inconnu. De simples lumières clignotantes dissimulaient des codes complexes qui révélaient des informations incohérentes. Il n'y avait pas grand-chose, mais il découvrit que les messages semblaient impliquer de puissants et riches individus du monde entier. Le projet fut brusquement arrêté. Tous les agents impliqués furent transférés à d'autres postes. Jonah le fut dans une unité opérationnelle secrète dans la jeune démocratie de Quintana, où il interceptait des chiffres et des messages de bandes rebelles. Son travail permit aux États-Unis de cibler plusieurs positions rebelles, et les bombes tombèrent. Il fut par la suite découvert, mais trop tard, que les messages étaient des leurs. Les pertes civiles furent considérables, mais les vrais chiffres furent dissimulés par les officiels. Jonah se considéra comme responsable des faits. Il vit en personne les dégâts subis et les familles déchirées. Il prit un congé, mais resta au Quintana pour étudier les dégâts. Il devait faire quelque chose. Il réclama toutes les faveurs que lui devait un expert en sécurité numérique de la CIA et infiltra le réseau informatique de la rébellion. Il se mit alors à faire le point sur les chiffres et effectua des changements qui, selon lui, passeraient inaperçus. Des petites sommes d'argent furent détournées de comptes rebelles et transférées à ceux qui avaient perdu leur maison et leurs êtres chers. Le plan semblait se dérouler à la perfection, indétectable et sans effusion de sang, jusqu'à ce que les coups de feu résonnent dans sa chambre d'hôtel. Jonah plongea à terre, tandis que les vitres volaient en éclats et que les murs étaient criblés de balles. Saisissant son ordinateur portable, il passa par la fenêtre de la cuisine pour se glisser sur le toit de l'immeuble voisin. Avant même qu'il puisse se frotter les chevilles endolories, la petite maison explosa en une boule de feu. Il se mit alors à courir sans regarder en arrière. Il descendit la rue, se fraya un chemin jusqu'au bidonville où il se cacha au milieu des baraques branlantes de carton et de bois moisis. Une semaine plus tard, il arriva à l'ambassade américaine, épuisé, crasseux et abattu. Avant même de pouvoir reprendre son souffle, il reçut un appel de son responsable de la CIA. « Alors ? Ça en valait la peine ? T'en as fini avec ta petite croisade personnelle ?» Il se sentit impuissant, et il retourna donc à ce qui était le plus simple, ce qui était noir et blanc, les nombres. Son responsable lui assigna une nouvelle mission classifiée. Son étude des stations émettrices était remontée jusqu'à un cadre haut placé, et le projet avait été réouvert secrètement. Jonah dédia son temps au déchiffrage des codes, en partie par pure fascination, mais aussi pour oublier la culpabilité qu'il ressentait. Ce qui avait commencé par des stations émettrices le mena à quelque chose d'encore plus déconcertant. Des podcasts d'horreur. Des codes étaient dissimulés au sein des histoires d'épouvante autour d'un feu de camp et autres contes de tueurs en série du monde entier. Parfois, c'était des nombres. D'autres fois, des mots. À chaque fois, comme s'il s'agissait d'une poignée de main ou d'un mot de passe secret, il tombait sur le message suivant. Le sacrifice et la renaissance. Cachés dans le code se trouvaient des informations sur un réseau de personnes puissantes, travaillant toutes dans un but qu'il ignorait. Il y avait des discussions traitant d'invocation et de renaissance, de sacrifice et de chasse. Jonah considéra que la plupart n'étaient que des fausses pistes pour tenter de le tromper. Tard, cette nuit, il analysa un autre code, cette fois dissimulé dans une histoire de vampire. Ce qu'il déchiffra lui glaça le sang. 8, 25, 19, 44, 1, moins 20.37, moins 69.85, 13, 2, 26, 11, 1. Les nombres étaient de retour. Il le hantait. Il les voyait quand il fermait les yeux. Il s'accrochait à son esprit, exigeant toute son attention. Il vérifia les coordonnées, comme il l'avait fait des années auparavant. Ce n'était rien d'autre qu'un cimetière chilien. Il se connecta à la base de données de la CIA et chercha l'historique de la localisation. Il n'obtint qu'une seule référence. Une affaire non résolue au cours de laquelle des cadavres avaient été découverts dans la zone, les corps dévorés par des centaines de corbeaux. Jonah ne pouvait pas laisser le mystère continuer davantage. Les nombres l'avaient suivi toute sa vie, et il était prêt à les suivre désormais. Sachant pertinemment que son responsable ne l'y autoriserait pas, il réserva un billet pour le Chili, sans en informer personne. L'heure était venue de savoir ce que ces coordonnées avaient de si spécial. Moins de 24 heures après, il arriva aux coordonnées moins 20.36, moins 69.85. Il se retrouva sous un soleil de plomb, debout dans le cimetière d'une ville fantôme. Il n'y avait rien d'autre que de la poussière et des os. Jonah cracha par terre et se pencha à nouveau sur les nombres. Il s'appuya sur une vieille tombe, sous le regard d'un corbeau vigilant. Sa maison lui manquait.
tout comme la mangrove et l'époque avant que la complexité de l'univers ne lui tombe dessus. Il observa le vieil immeuble délabré d'un côté et le désert de l'autre. Il y avait des similitudes avec Fresno. La chaleur sèche, le coucher de soleil qui projetait une lueur orange sur le sol poussiéreux. Mais il n'était pas à sa place. Ce n'était pas chez lui. Il observait les lieux avec le regard d'un homme qui n'avait rien à y faire. Et c'est alors que Jonah comprit. Il analysait le code selon ses propres expériences, sa propre vision du monde. Il avait négligé tant d'éléments. Pris d'une dévotion effrénée, il étudia ce que les nombres pouvaient signifier dans d'autres cultures. Les mesures de l'Égypte ancienne, les devises perses et les calendriers antiques. C'est alors qu'il comprit. Il fit le tour de ses connaissances sur les civilisations anciennes avant d'en arriver au calendrier tanérien. Assimilant les nombres à des dates, il en convertit la première moitié au calendrier grégorien. Mais il n'était pas prêt pour le numéro obtenu. Son propre anniversaire. Le monde tournait autour de lui. Les mains humides, il calcula les nombres restants. Il obtint une nouvelle date, celle du jour présent. Le code. Il faisait référence à Jonah, à cet emplacement et à ce moment précis. Ses mains se mirent à trembler. Son cœur battait fort dans sa poitrine. Faisait-il partie d'une sorte de prophétie, ou quelqu'un l'avait-il guidé sur ce chemin? Il n'en savait rien. Pour une fois, les nombres n'avaient plus de sens. Une profonde fatigue le submergea, et le monde fut profondément transformé. Il connaissait les équations derrière la nature. Il savait que ce qu'il avait vu était impossible. Il vit la mangrove de son père au-delà du désert, et ressentit un immense réconfort. Les corbeaux croissaient au loin, et l'odeur de citron flottait dans la brise. Il considéra qu'il était à nouveau un enfant, et que les nombres n'étaient rien d'autre qu'un mauvais rêve. Pris dans ses pensées nostalgiques, il ne remarqua pas la brume noire qui émanait de l'herbe, s'avançant vers lui. Les corbeaux s'envolèrent des branches, criant sans cesse et volant en cercle au-dessus. Il était trop tard, au moment où il réalisa que l'odeur de la brise n'avait plus un parfum de citron, mais de sang. Voilà comment Jonah a rejoint la brume. Son esprit est exceptionnellement brillant. Les chiffres sont sa raison de vivre. Il y voit les secrets de l'univers. Il y perce les plus obscurs mystères. Son esprit de déduction sans faille était capable de décrypter n'importe quel code, n'importe quel message caché dans les nombres. Sauf quand les nombres parlaient de lui. Et quand il réalisa que cette série de nombres qu'il avait suivi sa vie durant le concernait directement, il était déjà trop tard. L'entité avait déjà refermé ses griffes sur lui. Bien que nous devrions y être habitués depuis le temps, il est toujours surprenant de voir que parfois l'entité jette son dévolu sur quelqu'un, et que c'est sa vie durant qu'elle orientera ses choix et ses actions, le poussant toujours plus vers les royaumes. Cette série de nombres qui vint à lui à ses 16 ans scella son destin. Mais on se rend compte à la lecture de cette histoire qu'en plus de la mystérieuse suite de nombres qui l'amena au Chili, Jonah avait, sans le savoir, touché du doigt les représentants des royaumes qui arpentent le monde. Souvenez-vous de ce groupe secret qui, par messages cachés dans les histoires horrifiques, préparait leur plan d'invocation et échangeait à propos de chasse et de sacrifices. Ne serions-nous pas en train de parler du sombre vallon, le culte qui est au service de l'entité et qui est responsable de l'emprisonnement des observateurs dans les royaumes? Comme une mouche prise dans une toile d'araignée géante, même s'il n'avait jamais croisé les nombres, Jonah aurait fini par entrer en contact, même subrepticement, avec la brume. Voyez plutôt les souvenirs que j'ai arrachés et cristallisés. Il s'agit du moment où Jonah, dont la morale avait déjà souffert après les événements du Quantana, décida de ne plus se laisser abuser par ses patrons, et ouvrit une fenêtre droit sur les royaumes, sans être conscient de l'impact que cela aurait sur sa propre vie. Souvenir 201. Les piétons encombrent les rues de White Rock, au Colorado. Un couple sort d'une épicerie lorsque Jonah les percute en courant, les renverse, répandant des pommes et des oranges dans les flaques scintillantes. Les lampadaires illuminent Jonah, tandis qu'il crie des mots d'excuses et court dans la rue. Un klaxon retentit. Des phares lancent des éclairs. Jonah glisse sur le capot d'une berline jaune jusque sur la trajectoire d'un cycliste qu'il renverse. Elle se remet péniblement debout tout en lui criant dessus, alors que les balles déchirent l'air. Jetant un coup d'œil par-dessus son épaule, Jonah fonce à travers une boutique de souvenirs, dans un bris de glace et d'assiettes, et saute à travers l'entrée de service dans une allée, glissant sur la chaussée mouillée. Il se remet debout et file à toutes jambes. Franchissant un grillage, il bondit, dégringole le long d'un remblai de béton et file à quatre pattes se cacher derrière un groupe de bennes à ordures. Alors qu'il reprend son souffle, deux assaillants en manteau noir passent en courant à côté de lui, des pistolets luisants équipés de silencieux au poing. Jonah plisse les yeux dans les ténèbres tandis qu'il s'éloigne, en réalisant que quelqu'un n'a visiblement pas trop apprécié qu'il décode leur émission de son, en apparence aléatoire et de provenance inconnue. Des espions, se dit-il, qui transmettent des noms et des coordonnées à travers des pulsations et des signaux chiffrés pour des raisons qu'il n'a pas encore élucidées.
Mais ses supérieurs lui ont vite retiré l'affaire quand il est parvenu à décrypter des noms d'entreprises et de milliardaires éminents. Ils lui ont retiré l'affaire un peu trop vite. Et donc, il s'est dit qu'il fallait enquêter lui-même. Pas vraiment la plus brillante idée de sa vie. Mais quelque chose en lui devait savoir. Il devait comprendre pourquoi on lui avait ordonné de rester à l'écart de ces messages chiffrés qui contenaient des noms de personnes qui disparaissaient parfois. À ses yeux, c'était d'une manière ou d'une autre en rapport avec le trafic humain. Mais Dean ne cadrait pas avec le reste. Il n'était pas comme ceux qui avaient disparu. Il était bruyant et véhément et critiquait le gouvernement pour tout ce qui était arrivé à ses élèves. Il devait retrouver ce professeur de lycée avant que ses hommes de main ne le fassent. Souvenir 202. Des hurlements résonnent dans le téléphone mobile de Jonah, qui est assis dans sa chambre d'hôtel, petite et crasseuse. L'écran montre des ados fuyant une station abandonnée, tandis qu'un brouillard déferle derrière eux avec des crochets mortels semblables à des cerfs qui tentent de les saisir. Il n'a aucune idée de ce qu'il est en train de regarder. Ça ressemble aux peintures dans le musée de Fresno qu'il avait vu une fois avec sa mère quand il était petit. L'art élargissait les horizons, avait-elle dit. Pas cet art. Cet art lui avait fichu une trouille monstre. Il n'avait plus jamais voulu mettre les pieds dans un musée après ça. Dean Berker était leur enseignant. Son nom était chiffré dans ses signaux, parce qu'il sait quelque chose. Ses élèves lui avaient certainement parlé de leur découverte. Jonah ferme la vidéo et ouvre le profil numérique de Dean, espérant un indice, n'importe quel indice, pour le retrouver. Souvenir 203. Des images de reconnaissance faciale par satellite dans le profil numérique de Dean montrent à Jonah que l'enseignant rend souvent visite à une communauté d'hommes et de femmes sans abri qui tentent de subsister sous un pont routier très fréquenté. Il débarque de voiture, descend et navigue entre les petits feux de camp, examinant les visages froids et solennels, illuminés par la lumière orange vacillante. Au bout d'un moment, il voit un homme emmitouflé dans des couvertures qui le fixent intensément. Alors que Jonah s'approche de l'homme, celui-ci bondit sur ses pieds et part en courant. Jonah le prend en chasse jusqu'au bord de l'autoroute, où il aperçoit Dean foncer entre les voitures qui arrivent et disparaître dans les bois de l'autre côté. Avec un profond soupir, il retourne à sa voiture, tentant de reprendre son souffle, et se demandant ce que cet enseignant de lycée peut bien savoir pour l'avoir effrayé à ce point. Souvenir 204. Au petit matin, Jonah surveille une maison de retraite depuis le siège de sa voiture, espérant que Dean tentera d'entrer en contact avec son père. Il soupire soudain, réalisant qu'il n'a pas contacté ses parents depuis au moins 3 semaines, et qu'ils doivent sûrement être morts d'inquiétude à son sujet. Il est stupide et il le sait. On ne fait pas ça aux personnes qui vous ont aimé, élevé et protégé pendant la majeure partie de votre vie. Il a l'impression d'être un morveux gâté, ingrat et exigeant, pour avoir laissé passer ainsi tant de temps sans prendre un moment, rien qu'un moment dans une journée, pour les contacter. Jonah fixe l'entrée de la maison de retraite, se disant qu'il se trouvera un moment pour appeler ses parents dans la soirée. Le père de Dean souffre d'Alzheimer et nécessite des soins constants. Il ne peut même pas imaginer une vie où ses parents l'oublieraient et ne se souviendraient pas combien ils sont fiers qu'ils se servent de tout ce qu'ils ont instillé en lui pour protéger et servir le pays et le monde libre. Pourtant, il ne leur a jamais avoué qu'il se sent parfois incompétent parce qu'il passe le plus clair de son temps derrière un bureau alors que ses supérieurs lui disent qu'il est l'élément indispensable d'opérations très critiques. Le seul problème, c'est qu'il n'a aucune idée de ce que l'on fait de son travail par la suite. Et Jonah a souvent l'impression qu'on ne lui présente qu'une partie de la vérité. C'est pour ça qu'il est ici. C'est pourquoi il mène sa propre enquête sur ses propres deniers. Ces questions parfaitement raisonnables au sujet des entreprises qu'il a déchiffrées dans les signaux ont touché un nerf. Un gros nerf. C'était une réaction que même son supérieur n'avait jamais vue auparavant, et il fut officiellement déchargé de la mission. Et donc, étant un élément indispensable obéissant, il passa officiellement à une nouvelle mission. Officieusement, par contre, il avait des questions auxquelles il devait trouver des réponses. Souvenir 205. Alors que le soleil glisse sous l'horizon, Jonah repère un homme qui sort de la maison de retraite par la porte de service. Il débarque et suit cet homme à l'arrière de la maison où il le perd. C'est pas vrai, encore! Il jure en silence et se dit qu'il doit s'améliorer sur le terrain. Il doit passer plus de temps à mener des enquêtes plutôt qu'à rester assis derrière un bureau, à compulser des nombres, à chercher des schémas et à parler de baseball. Il soupire et retourne à sa voiture, tente d'ouvrir la porte, puis se rend compte qu'elle est verrouillée. Il active la télécommande dans sa poche, ouvre la porte, monte à bord et démarre le moteur. Pendant un moment, il se penche contre le volant, en fixant l'entrée de la maison de retraite, énervé contre lui-même. Il se prépare à faire marche arrière lorsque la porte passager s'ouvre à la volée et qu'il se retrouve nez à nez avec le canon d'une arme. L'énervement vire à la honte, tandis qu'un homme cagoulé saute sur le siège passager et ferme la porte. Souvenir 206.
Jonah lève les mains. Dean le fixe du regard pendant un très long moment, puis baisse son arme. Pourquoi me suivez-vous? Je vous ai dit que je viendrais vous trouver quand ce serait sûr. Jonah baisse les mains. Il n'a aucune idée de ce dont Dean parle, mais il le prend clairement pour quelqu'un qu'il n'est pas. Il hausse les épaules. Vous devez être plus prudent. Si je vous ai repéré si facilement, ils vous repéreront aussi. Ces gens qui me poursuivent sont hautement entraînés, d'anciens militaires. Ce sont des pros. On ne les voit pas venir avant de se prendre une balle dans la tête. Jonah, lui, les avait vus venir quand il fouillait l'appartement de Dean. Comment savez-vous que je ne suis pas l'un d'entre eux? Dean déglutit difficilement. Parce que je serais mort à l'heure qu'il est. Vous voulez toujours me parler? Il n'est pas trop tard pour vous éloigner de cette affaire de fou. Oui, je le veux. Roulez, je vous dirai où aller. Souvenir 207. Dean appelle Jonah Max, pensant qu'il travaille pour une organisation indépendante qui enquête sur une série de disparitions de personnes. Il le guide vers une route de terre qu'il suit jusqu'à un vieux pont de bois. Jonah s'arrête près des bois et se tourne vers Dean, qui fixe sans expression le pont au clair de lune. Dean soupire. Mon père et moi avions l'habitude de pêcher dans la rivière sous le pont. Nous avons passé de bons moments. Que savez-vous de moi, Max? Jonah détourne son regard de lui. Vous étiez un enseignant de lycée. Vous avez démissionné l'an dernier après la tragédie de la casse. Ce n'était pas une tragédie. Je connaissais ces gamins. Ils n'ont pas fait un bad trip et ne se sont pas massacrés les uns les autres. Ils ont fait beaucoup de choses stupides, mais pas ça. Jonah hoche la tête attentivement. J'ai d'abord cru que des barbouzes les avaient piégés, mais j'ai ensuite réalisé que c'était beaucoup plus gros que ça. Vous ne prenez pas de notes? Jonah tapote sa tempe avec un doigt. Je m'en souviendrai. D'accord, bon. Johnny et les autres ont remarqué des signaux provenant de la vieille station abandonnée dans les montagnes. Des vibrations et des fréquences étranges. Et ils sont montés voir de quoi ils retournaient. Et lorsqu'ils ont atteint la station, ils ont filmé un tas de dingues en robe qui menaient une espèce de rituel ancien, tout en empalant un type drogué qui n'avait aucune idée de ce qui se passait. Jonah hausse les sourcils, sceptique. C'était une vidéo bidon, une farce pour faire le buzz. Dean secoua la tête, solennellement. J'aurais préféré qu'il en soit ainsi. Ces jeunes seraient encore en vie si ça avait été le cas. Des réseaux d'influence intégrés aux médias ont raconté 10 mensonges pour masquer une vérité. Puis ils ont discrédité et éliminé la source. Dean faisait référence à une vieille initiative qui avait été fermée des années avant la naissance de Jonah. Celui-ci soupira d'un air sceptique, et aurait normalement catalogué ce type comme un accro aux conspirations, si ce n'était le fait que son nom était suffisamment important pour être chiffré dans une série de signaux. Avant qu'il soit éliminé, ils étaient retournés à la station, et ils avaient filmé plus de vidéos avant que ces salopards ne détruisent le pont pour y accéder. J'ai diffusé quelques vidéos, et ils ont réagi. 10 mensonges pour masquer une vérité. Et d'une manière ou d'une autre, j'ai dû laisser une piste numérique remontant jusqu'à moi. Dean secoue la tête et regarde le pare-brise d'un air vide. Les ramifications de cette affaire sont profondes, très profondes. Nos institutions ont été compromises par quelques idiots qui tentent de faire venir une chose vraiment ténébreuse dans notre monde. Jonah hoche la tête pensivement alors qu'une balle perfore l'arrière de la voiture. Sans hésiter, Dean bondit dans les hautes herbes et fonce à travers les bois, suivi de près par Jonah. Souvenir 208. Jonah se déplace furtivement dans les ombres avec son revolver armé. Il a compté 2 assaillants à leur trousse, et il devine qu'il s'agit des mêmes qui l'ont attaqué dans l'appartement de Dean. Beaucoup de bazar pour un accro aux conspirations balançant des vidéos bidons de cultes anciens et de rituels mortels. Il se baisse vivement dans les taillis et écoute des bruits de pas réguliers, devenant de plus en plus forts. Il attend patiemment ses poursuivants. L'un passe en courant devant lui. Il plonge et l'assomme avec la crosse de son revolver. Puis il se fond dans les ombres et attend l'autre. Un instant plus tard, il le voit se précipiter vers lui. Lorsque celui-ci passe, il projette son bras et lui fait le coup de la corde à linge. Puis il enchaîne promptement par un coup de poing en pleine tête. Se redressant, il appelle Dean et, activant la lampe de son téléphone, se met à le chercher. Souvenir 209. Jonah s'arrête devant la casse en espérant que Dean a eu la même intuition. Il débarque, escalade une clôture grillagée et examine la zone. Ça n'a pas de sens. Quelque chose ne colle pas. Son intuition lui dit qu'il y a d'autres possibilités. Il prend un moment pour faire le vide dans son esprit. Puis il imagine les adolescents se disputer sur la marche à suivre et sur l'endroit où cacher les preuves qu'ils ont recueillies sur ce culte ancien. Johnny prend une enveloppe et disparaît parmi les piles de carcasses. Jonah scrute les voitures et se demande s'il y a quelque chose de caché dans la casse. Quelque chose qui aurait échappé à la police. Il se dit qu'il a du temps à tuer avant que Dean se pointe, si quelqu'un ne l'a pas déjà attrapé. Souvenir 210. 10 mensonges pour cacher une vérité. C'est certainement possible. Et ça aurait été tout à fait le style de l'agence pendant ses années de formation
lorsque les mandats étaient encore vagues et que ces départements étaient dirigés par des psychopathes comme Otto Stamper ou Herman Carter. Toutes ces expériences et ces départements secrets qui ont détruit tant de vies ont été officiellement fermés. Mais, officieusement, ils ne pouvaient en être sûrs. Officieusement, les programmes auraient pu être transférés vers d'autres branches du gouvernement, ou ils auraient pu être renommés au sein des multiples compartiments de l'agence. Ils ne pouvaient pas savoir. Pas avec certitude. Avec un soupir, Jonah renonce à sa recherche futile de quelque chose qui corroborerait le récit de l'enseignant. Il saute sur le capot d'une camionnette éventrée, s'allonge sur le dos et contemple les étoiles avec un terrible sentiment jaillissant de ses entrailles. Il ne reverra jamais l'enseignant. Personne ne le reverra. L'enseignant a disparu. Il ne connaîtra jamais la vérité à moins d'acheter de l'équipement et de grimper jusqu'à la station pour voir par lui-même. Une part de lui veut rentrer à la maison et oublier tout simplement toute cette épreuve. Une autre part de lui veut savoir. Doit savoir. Doit comprendre pourquoi on lui a retiré la mission si brutalement. Ils n'ont pas réalisé ce que faisait l'élément indispensable et ils ont paniqué. Cette panique lui avait causé un étrange sentiment intérieur. À présent, cet étrange sentiment était de retour. Alors que de vieilles rumeurs sur la création et le financement par l'agence de rebelles pour déstabiliser des régions et vendre des armes à des gouvernements commençaient à remonter à la surface. Le seul fait d'y penser lui donnait envie d'abandonner, de démissionner et de rejoindre son père à la ferme. Mais il n'avait jamais abandonné quoi que ce soit de toute sa vie, et il ne pouvait s'empêcher de voir que sa position était idéale pour désherber le jardin de l'intérieur. Peut-être même tuer quelques serpents au passage. Il lui semblait qu'abandonner ne ferait que permettre aux mauvaises herbes de proliférer et aux serpents de régner. Il ne pouvait laisser ça se produire, et il ne pouvait certainement pas tourner le dos à son pays, même si cela impliquait de mener une double vie. C'est ce qu'il était en train de faire de toute manière. Plus il y pensait, plus il réalisait qu'il était parti pour l'escalade de sa vie. Peut-être même le combat de sa vie. C'est là tout ce que j'ai réussi à obtenir comme souvenir. Mais c'est bien suffisant pour se rendre compte que c'est le moment clé qui a fait basculer pleinement Jonah dans la brume. Bien sûr, son intelligence hors norme et son affinité avec les chiffres et les codes l'ont amené à travailler pour la CIA. Mais Jonah avait une morale bien trop poussée pour faire pleinement partie de l'agence. Il essayait de fermer les yeux sur les agissements de ses employeurs, mais il était torturé par les conséquences de son travail. Il sentait qu'il n'était qu'un rouage d'un mécanisme complexe et que ses actions pouvaient avoir des répercussions dramatiques. S'il a pu se faire violence en s'obligeant à ne pas y penser pendant un moment, le drame du Quantana fut l'étincelle qui alluma le brasier, jetant une lumière aveuglante sur tout ce qu'il refusait de voir jusqu'alors. Bien qu'il n'était la plupart du temps qu'un geek accroché à son bureau, ne travaillant que par l'intermédiaire de son ordinateur, il décida de sortir de son confort et s'improvisa homme de terrain pour mener sa propre enquête sous les radars, bien décidé à aller au bout de l'histoire sur sa dernière affaire, dont les pontes de la CIA tentaient de le tenir éloigné. Et c'est à pleine vitesse qu'il entra en collision avec le sombre Vallon, le culte de l'entité qui cherche, à grand renfort de sacrifices, à invoquer leur divinité corrompue pour changer le monde en un nouveau royaume. Bien souvent, quand les survivants se retrouvent dans la brume, ils n'ont jamais entendu parler de ce monde. Des créatures qui y vivent, des épreuves qui s'y jouent, et des sectes qui révèrent en secret les anciennes créatures. Ils sont projetés d'un coup dans ce monde d'horreur et de souffrance. Jonah, lui, en avait eu un aperçu, même s'il n'avait vu que la surface des choses. Et le tout par ses propres moyens, c'est particulièrement impressionnant. Qui sait ce qu'il aurait pu découvrir s'il ne s'était pas rendu dans ce cimetière chilien, obsédé par ce code qui lui résistait depuis tant d'années. Le temps fait encore des siennes, et j'ai l'impression que cela fait des jours que j'écris sans interruption. Je suis épuisé, et je suis affamé. Le moment est venu de se séparer une fois de plus.
La prochaine fois, je pense que je vous parlerai d'une personne dont l'intellect n'a rien à envier à celui de Jonah. Quelqu'un qui brillait par une compréhension intuitive de l'ingénierie, et qui, par son travail, a grandement contribué à la conquête de l'Ouest américain. En attendant, je vais poser ma plume, et je rassemblerai les souvenirs éparpillés dans la brume pour vous les transmettre. Parce qu'ici, dans les royaumes, chaque histoire mérite d'être racontée, tant qu'il y aura quelqu'un pour l'écouter.